Donc bonjour à tout le monde. Alors je vais essayer de vous représenter peut-être quelques chiffres de base, notamment le mix énergétique mondial en termes d'énergie primaire. Donc c'est l'énergie qui est pas forcément utilisable, mais c'est celle qu'on extrait de l'environnement. Alors on voit que c'est un mix énergétique qui est encore extrêmement carboné, hein, qui repose beaucoup sur le pétrole, le gaz et le charbon. Alors, il y a un petit peu de nucléaire qui reste constant. Puis, vous voyez cette barre voilà, jaune et si vous voyez mon pointeur, jaune et bleu, eh bien, c'est les énergies renouvelables qui certes, ne représentent pas une grande fraction du mix, mais augmentent. Voilà, on va passer à la slide suivante. Alors, on voit que le développement des énergies renouvelables décarbonées augmente très fortement, bon, notamment l'éolien et le solaire photovoltaïque dans tous les pays à économie, on va dire, soit émergente, soit développée. Bon, les champions de l'éolien en Europe, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et puis, même constat sur le photovoltaïque où littéralement la filière est en train d'exploser en Chine. Donc on voit que les énergies renouvelables augmentent, elles sont intermittentes, donc c'est vraiment un sujet pour l'hydrogène, hein, ce stockage des énergies renouvelables. Bon, mes collègues auront l'occasion d'en reparler. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le mix énergétique français, pour faire un petit zoom sur notre pays, alors en termes d'énergie primaire, alors c'est toujours très dur de parler d'énergie primaire quand on met le nucléaire, parce que le nucléaire est toujours compté en énergie finale, c'est-à-dire en électricité. Mais on voit quand même de toute façon, on repose également sur beaucoup de produits pétroliers, même si évidemment on a le nucléaire qui n'est pas carboné. Donc du pétrole, du gaz et du charbon. Le charbon, c'est très peu, et puis c'est finalement en fin de carrière, si j'ose dire. Un petit peu d'énergie renouvelable, de manière assez significative, et en particulier grâce à l'hydraulique, la biomasse, et puis de l'éolien, un petit peu de photovoltaïque, c'est comptabilisé dans les autres. Bon, on a ajouté les pompes à chaleur, qui sont plutôt un déplacement de l'électricité vers la chaleur d'une manière assez efficace, en tout cas plus efficace qu'un radiateur électrique. Si on fait un petit zoom sur, parce qu'on fait toujours cette confusion en France entre l'énergie primaire et puis l'énergie électrique. Alors effectivement, l'énergie électrique, on a un mix qui est extrêmement dit décarboné parce qu'il repose à peu près 75%, trois quarts sur l'énergie nucléaire, donc qui a peu d'émissions de gaz à effet de serre, si ce n'est les émissions, on va dire, de construction de la centrale et d'exploitation de la centrale. Le reste étant produit par des énergies renouvelables, dont une part très, très significative d'hydraulique. Ensuite, on a de la biomasse et puis on a d'autres énergies renouvelables, voilà, qu'on ne voit pas, mais voilà, un petit peu de fuel liquide et puis du gaz, donc notamment dans les CGS, les, pardon, les cycles combinés. Voilà, slide suivante. Alors, et là, ça va être intéressant. Alors, est-ce qu'on utilise l'énergie finale en France ou est-ce qu'on la consomme? Alors, le plus gros poste, c'est le bâtiment. C'est le résidentiel, le tertiaire, hein. Ensuite, on a les transports, donc qu'ils soient terrestres, aériens ou fluviaux, voire maritimes. Et puis l'industrie. L'industrie, donc, alors, on voit que bon, le bâtiment, c'est finalement la décarbonation va se faire par des gains d'efficacité. On va construire des bâtiments plus efficaces, on va rénover, donc on pense qu'on va décarboner de cette manière-là, en augmentant l'efficacité. Alors, par contre, pour l'industrie et les transports, ben, c'est un vrai sujet pour l'hydrogène. On va voir ça et vous ne serez pas surpris que la stratégie hydrogène française, elle repose essentiellement sur la question de l'industrie et des transports, notamment de la mobilité lourde. Voilà, slide suivant. Alors, bon, ça, c'est juste un petit rappel. Alors, normalement, ça devrait s'animer, à moins que ce soit un PDF, je ne sais pas. Il devrait Euh, s'animer. Ça devrait. J'ai vérifié tout à l'heure que ça s'animait. Voilà, peut-être. Voilà, Voilà, si vous ça y est. cliquez. Voilà. Bon, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, le mix énergétique extrêmement carboné, il fait augmenter la concentration, évidemment, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Et si vous relancez, voilà, on voit que progressivement, bien la température moyenne du globe se réchauffe, augmente. Le 1,5, eh bien, c'est la limite des accords de Paris. Voilà, donc pour vivre dans un monde qui sera à peu près vivable en 2050, et on voit que finalement, bah, en 2020, on a à peu près consommé une très grande partie de notre budget carbone, puisqu'on n'est pas très très loin de la trajectoire des accords de Paris. Donc c'est vraiment le moment d'agir. Je dirais même je dirais que c'est voilà, si on n'agit pas maintenant, eh bien si on modifie pas le stock de carbone dans l'atmosphère, eh bien on vivra dans un monde qui sera extrêmement différent à l'horizon 2050. Voilà. Slide suivante. Alors, le GIEC fait des scénarios, des projections, alors, différentes trajectoires, des trajectoires plus ou moins ambitieuses en termes de modération de la demande, de décarbonation et puis de mise en œuvre de technologies d'émissions négatives, c'est-à-dire technologies de capture du carbone, que ce soit par des process naturels ou anthropiques, humains, hein. Tout se passe par une neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire une compensation par des puits de carbone de toutes les émissions de gaz à effet de serre. 2050, bah, c'est presque demain, hein, c'est dans moins de 30 ans, donc ça veut dire que les efforts à faire sont énormes. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Bon, le réchauffement climatique, ça c'est juste, j'aime beaucoup montrer cette image. Ça ne concerne pas que la globalité de la planète, ça se voit dans notre région. Ça, c'est les données de la station météo de Nancy Essai. On voit un réchauffement de plus 1,5 entre l'ère pré-industrielle et 2017. Donc, ça veut dire que notre région est au-dessus de la moyenne d'un point de vue national. On le voit, le nombre d'heures d'ensoleillement augmente, même si ça ne s'est pas beaucoup vu cette année. Le nombre de jours d'enneigement a diminué. Idem pour le nombre de jours de gel. Donc, on voit qu'on est très climato-sensible et que c'est perceptible à une échelle locale. Voilà, c'est pas un vague concept planétaire. C'est très sensible à cette échelle. Voilà. Slide suivante. Voilà. Alors ça, c'est la vision de l'Agence internationale de l'énergie pour arriver à une trajectoire qui est compatible avec un réchauffement de 1,5 degré en 2100. Voilà, voilà, pour être compatible avec un monde comme on le connaît actuellement. Alors, il y a une partie des efforts bon, le tendanciel va évidemment à l'augmentation. Il y a une partie des efforts qui vont être politiques sur la modération de la demande. Mais on voit que bah, il faut faire beaucoup d'efforts. Alors, sur l'efficacité énergétique, sur la décarbonation des énergies par des énergies renouvelables. En France, on dit souvent bas carbone parce qu'on y inclut le nucléaire. Puis sur le changement de combustible, hein, voilà, en particulier, sur le passage à de l'hydrogène, le passage à des véhicules électriques qui peuvent être soit alimentés par des batteries, soit de l'hydrogène, à condition que l'électricité soit décarbonée. Donc l'hydrogène se place ici. Si on met beaucoup de renouvelables, on va avoir beaucoup d'intermittence parce que le vent, le soleil, ça produit de manière extrêmement intermittente en fonction de l'ensoleillement, de l'alternance jour-nuit et puis de la météo. Donc, très clairement, ben, il faudra pouvoir stocker ces énergies renouvelables et l'hydrogène est une option qui est relativement intéressante pour stocker ces énergies, surtout si on va coupler ça à des stratégies je dirais de combustible pour les véhicules, notamment les véhicules électriques à hydrogène. Voilà, suivant. Alors ça, c'est la vision française de la stratégie nationale bas carbone, où on voit d'un côté les émissions résiduelles en 2050, quand on aura tout décarboné avec les scénarios qui vont bien. Donc on voit que l'agriculture, c'est assez incompressible parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui ne sont pas du CO2, le méthane et le protoxyde d'azote en particulier. On voit que l'industrie, il y a des industries où le ciment, l'acier, c'est très difficile à décarboner. On voit qu'on a beaucoup décarboné l'énergie, les transports et puis le bâtiment. Puis de l'autre côté, il y a des puits de carbone. Donc, vous voyez, c'est cet équilibre qui assure la neutralité. Donc, on voit que dans ces puits, il faudra capturer et stocker du carbone, il faudra mobiliser des politiques agricoles, il faudra utiliser la forêt et les produits du bois, qui sont du stockage de carbone à long terme, pour atteindre cette neutralité carbone.
Voilà, et puis j'en ai une petite dernière, voilà, qui montre l'ampleur de l'effort à faire. Je vais juste insister sur l'industrie, donc on voit en 2018, on est en bleu. Ça, c'est les émissions de CO2 constatées, et en 2050, on doit arriver à l'orange. Donc vous voyez que l'effort est considérable. Alors comme l'industrie est très ciblée par la stratégie hydrogène française, je me permets de le montrer. Alors sur l'énergie, l'effort est encore plus considérable. Il faut décarboner, donc introduire beaucoup de renouvelables ou beaucoup de nucléaire. Mais bon, la loi fait qu'il faut revenir à 50% de nucléaire dans le mix. Et puis on voit que l'effort est considérable dans les transports également. Donc les challenges sont extrêmement importants pour l'hydrogène. Je vais vous rendre la parole. J'ai d'autres slides sur lesquels on pourra rebondir ultérieurement. Voilà, merci beaucoup.